Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est une série de 2 courtes émissions de 1 demi-heure avec Madame Lise Perron. On sait que Mme Perron est l'épouse de M. Michel Perron, dont on a fait 3 entrevues l'an dernier. M. Perron nous avait parlé de sa vie professionnelle, de sa vie d'industriel, également de sa vie de père de famille. Mme Perron a gentiment accepté notre invitation pour venir nous entretenir de sa vie d'épouse d'industriel, également de femme au foyer et de mère de famille. Madame Perron, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Perron, parce que j'y tenais beaucoup, en ce sens que on connaît bien M. Perron, cet ex-industriel qui n'est même pas encore à la retraite aujourd'hui. Il ne veut pas, je pense que pour lui, le mot retraite n'existe pas. J'espère. Mais on voulait aussi connaître, savoir votre rôle dans sa vie à lui et dans votre vie à vous, c'est sûr. Comment vous avez pu concilier les rôles disons, de mère au foyer et d'épouse d'industriel? Comment vous avez pu concilier les 2 rôles? Et chacun a son rôle. Je pense qu'on était un peu indépendants l'un de l'autre dans ces rôles-là. Okay. Moi, je ne me suis pas impliquée dans les affaires. Et puis, il m'a laissé quand même carte blanche avec les enfants. Il n'a jamais contredit ce que moi, je l'ai laissé faire, puis lui, il m'a laissé faire. Autrement dit, la maison, c'était vous, l'industrie, c'était lui. Exactement. C'est ça. Vous n'avez pas eu à faire de l'ingérence dans l'industrie. C'était son affaire à lui. Comme probablement qu'il n'y a pas eu beaucoup à faire de l'ingérence peut-être dans la famille parce que c'était vous. Parce que, alors, il s'agissait de bien s'entendre. Puis, chacun avait ses problèmes, mais c'est sûr que vous en parlez. On se rencontrait à l'occasion. Oui, exactement. Mais vous avez aucune ingérence de votre part dans les décisions industrielles. Surtout qu'il n'était pas seul dans le monde, dans son commerce. Il y avait ses 2 frères. Alors, si les trois madames avaient décidé de s'ingérer, ça aurait pu être un problème. Alors, c'était mieux qu'on s'occupe de nos petits. Exactement. On sait que M. Perron a une cause qui lui tient à cœur beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la Société canadienne du Rhin. On en a parlé beaucoup avec lui, M. Perron, parce que M. Perron est un greffé du Rhin. On va en revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que vous avez autant à cœur cette fondation-là que votre mari peut l'avoir à cœur? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu ce qui lui a sauvé la vie aussi, là, quand on parle de Rhin. Exactement. C'est que pour moi, la fondation a autant d'importance que pour lui, parce que c'est grâce à cette fondation-là que la médecine a fait des progrès. Puis si la médecine a fait des progrès, c'est ça qui a permis à mon mari de vivre. Ça m'a donné un mari pour 16 ans de plus. Et c'était très important. Alors pour moi, même s'il ne s'ingérait pas dans les affaires de la famille, là, les enfants étant partis, on était seuls. Alors notre vie de couple était beaucoup, beaucoup mieux. Quand vous avez appris que votre époux devait subir une greffe du rein, et surtout que c'était votre fils, Henri, qui devait lui faire un don de rein. Comment vous avez réagi, premièrement, en tant qu'épouse et en tant que mère, parce que là, c'était votre enfant là, qui lui donnait un rein. Comment vous avez réagi ou agi face à ça? J'étais heureuse des 2 situations. C'est pas facile. Oui. Le jour de l'opération, j'avais 2 de mes êtres les plus chers sur des tables d'opération. Voilà, mais par contre, on n'avait comme pas le choix. Alors, on était chanceux que ça se présente de même, chanceux que le jeune était compatible, chanceux que... Lui a hésité, ça il vous l'a déjà dit, il a hésité exactement. À prendre le rein de son fils. Mais c'était tellement fait de bon cœur que c'était... Mais, vous dire, il n'y a pas de manière, tu n'as pas le choix, il n'y avait pas d'autre chose à faire que ça. Il pouvait pas C'était la solution. C'est ça. Alors, à cause de ça, ça fait que tu l'acceptes bien. Mais
tout ce temps-là, c'est une tension jusqu'à temps que ça arrive. Exactement. Puis aussi, je ne sais pas si tu vas peut-être en parler plus loin, mais pour Henri, qui était un peu il a été notre enfant problème, un peu, le résultat de ça a été tellement beau que j'ai comme... On ne savait pas comment ça irait, parce que ça aurait pu être dramatique, cette histoire-là. Si Michel avait refusé le rein de son fils, chose qui peut arriver dans des cas de, tu sais, le système rejette, je risquais de perdre l'autre aussi, parce que l'autre aurait dit « J'ai jamais rien fait de bon dans ma vie, puis là, voilà que je suis même pas capable de donner un rein. » Ça, exactement. Puis là, vous ouvrez une parenthèse, madame. C'est peut-être pas dans l'ordre ce que vous voulez. Non, ça, c'est pas grave, madame Perron, ça, c'est vrai, là, ce que vous dites là, parce que votre fils, Henri, qui fut le donneur du rein à M. Perron, était aux prises avec un problème de drogue. Puis à ce moment-là, par exemple. Plus à ce moment-là, mais auparavant. Oui, il avait été... ça? Alors, il avait fait pendant des années pas une... il faisait pas grand-chose de bien à part de s'occuper de ses petites affaires de drogue. Mais quand il a arrêté, il était quand même fragile. Alors, moi, c'est ce que j'ai pensé quand ils étaient tous les deux sur la table d'opération. J'ai dit, il faut que Michel garde ce rein-là parce que ça serait dramatique pour lui. Mais en fait, je lui ai demandé plus tard, puis il m'a admis, il dit, si papa n'avait pas gardé le rein, il a dit, j'étais plus bon à rien. Fait que ça veut dire que ça aurait pu être une conséquence désastreuse. Oui. Comme il est arrivé aussi quelque chose dans votre famille, qu'on va revenir un petit peu plus tard, qui a été désastreux aussi. Oui. C'est donc dire, Madame Perron, que votre fils Henri, qui est un exemple, bon, on n'a pas à s'en cacher, vous l'avez dit ouvertement, il y avait des problèmes de drogue, et puis il s'en est sorti aujourd'hui, donc c'est possible de s'en sortir. Oui. C'est la preuve vivante qu'on a, là. Ça, j'ai eu l'occasion de le dire à un moment donné, la veille de l'opération, de cette opération-là, il y avait le Téléthon de Jean Lapointe, où Michel faisait toujours un don à ce moment-là. Puis on m'a demandé d'aller présenter le chèque à la télévision. Puis j'étais pas trop sécure, parce que j'avais quand même cette affaire-là dans le derrière de la tête. Mais quand je l'ai présenté, j'ai dit aux gens, c'est pour vous dire, j'ai dit, ce fils-là qu'on pensait qu'il ferait rien de bon, aujourd'hui, demain matin, va sauver la vie de son père. Puis un an après, on est retourné à ce même Téléthon-là. Et puis, j'ai passé la première, puis après ça, les deux sont venus sur scène. Puis j'ai dit aux gens, c'est le résultat de ce que vous avez vu l'an passé. Puis c'était vraiment... apparemment, la réaction a été très bonne à ça. Je dis aux gens, si votre jeune est dans la drogue, ne désespérez jamais. Parce que, regardez, il sauve la vie de son père aujourd'hui. C'est un beau témoignage, Mme Perron. Et c'est combien vrai, parce que si... Il s'en est un exemple aussi frappant, c'est que si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Mais des fois, on a besoin d'aide. Oui, sûrement. Ça, par exemple, il y a sûrement besoin d'aide. Donc pour vous, mère de famille, une maman, quand votre fils a donné son rein, c'était une fierté, et j'en suis persuadé, mais de voir votre mari aussi, à ce moment-là, avec un rein nouveau, qui n'a plus besoin d'aller en dialyse, en tout cas parce qu'on sait c'est quoi, la fameuse dialyse, c'était un soulagement pour vous et pour toute la famille, devrais-je dire aussi. Même que les frères quelques-uns des frères d'Henri, qui ont à un moment donné un peu dit, Henri, là, c'est notre... il a fait pleurer maman, enfin, ils l'ont félicité, ils ont dit, Henri, tu as eu du courage, j'aurais pas été capable de le faire. Il y en a un qui lui a dit carrément, j'aime papa, puis j'aurais pas été capable de le faire. Alors, c'est signe que, je veux dire, l'estime de ses frères a tellement monté, parce que c'était toujours là, cette bonté, puis cette générosité d'Henri, mais on ne l'avait jamais vu comme tel. Alors, de cette façon-là. C'est sûr que ça prend beaucoup de courage pour faire un geste comme ça. On va aller un petit peu plus loin, Mme Perron. On va rappeler très brièvement, cependant, un souvenir quand même douloureux, parce que ce ne fut pas pareil pour votre autre fils, Éric. Éric, qui souffrait aussi d'alcoolisme, qui souffrait de drogue, il s'est donné la mort en 1987. Comment avez-vous pris ce décès-là? Vous, là, directement, comme mère de famille, avez-vous songé à un échec? Est-ce que vous avez songé? Est-ce que vous avez eu des regrets, peut-être,
dire, si on avait fait ci, si on avait, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Comment vous avez pris ça? Je sais que pour une mère de famille, ça doit être déchirant. Comment vous avez pris ça? Le mot est ça, c'est déchirant. Mais par contre, une fois que c'est fait, lui, il ne l'a pas fait pour nous déchirer. Même si on a beau dire qu'il y avait le même problème qu'Henri, Henri n'était pas du tout du même caractère qu'Éric depuis qu'il était, pas à sa naissance, mais à partir de l'âge de 2 ans, c'est un enfant qui avait des problèmes. Je ne pourrais pas vous dire, il n'a pas été diagnostiqué de rien, mais il n'a jamais été bien dans sa peau, cet enfant-là, même quand il était jeune. Henri a été bien dans sa peau tout le temps. Même quand il était dans la drogue, il était bien dans sa peau. Alors, c'est un contexte différent. Est-ce qu'on s'est senti coupable? Forcément, on y pense. Mais dit, ouais, tu sais, je veux dire, on l'avait laissé seul à Montréal, mais il avait 24 ans. Alors, on ne pouvait pas. Ce n'était plus un enfant. Là, non. Puis, tu sais, je veux dire, oui, je dis souvent à des gens qui passent par là, vous avez à le vivre, cette période douloureuse-là, à vous poser un million de questions dont vous n'aurez jamais de réponse. Mais par contre, mon fils, comme cadeau, m'a laissé en partant la possibilité d'aller en thérapie à cause de ça. Puis cette thérapie-là m'a fait apprendre à vivre autrement. Bon, là, Mme Perron, là, parce que là, on va expliquer là, bien comme il faut. Votre fils s'est donné la mort et vous avez été en thérapie? Oui. Quelle sorte de thérapie? La même que n'importe quel autre alcoolique puis drogué suit. Et vous n'étiez pas alcoolique? Vous n'avez jamais été alcoolique. Non. Donc, vous avez été suivre une thérapie comme une personne qui se drogue, comme une personne qui est alcoolique. Vous avez été suivre une thérapie. Je vais juste vous couper, là. Oui. Les deux, c'est correct, mais juste comme une personne, je suis allée. Oui, exactement. Comme une personne. Comme une personne. Pourquoi avoir fait ça? Pour commencer, quand Éric s'est suicidé, Henri a consommé un peu. Là, j'étais découragée. J'ai appelé le thérapeute. Le thérapeute m'a dit, écoute, t'as pas le choix, là. Ça arrive souvent que les 2 frères, quand ils étaient prêts, c'est arrivé dans d'autres familles, que le deuxième va faire la même chose. Puis il dit, toi, t'es pas prête à vivre la deuxième. Il dit, je te recommande de venir en thérapie. Henri, il sait quoi faire. Puis Henri, il m'a confié après. Il dit, j'ai pris de la drogue, puis il dit, ça m'a rien fait. Là. Il dit, c'était comme, je savais trop ce que je faisais de travers. Alors il dit, ça n'a pas duré. Il n'a pas pris long, peut-être une couple de fois, je ne le sais pas. Alors, le thérapeute m'a dit, toi, tu as besoin d'aller en thérapie pour comprendre ce qui se passe. Puis la thérapie, je peux vous dire que on parle de drogue et de boisson pour 2 jours. Le reste du temps, c'est 27 jours à parler d'autres choses. Ah oui? Okay. À parler de moi. Michel, mon mari, pourrait vous le dire, c'est la même thérapie qu'il a suivie. Puis même quand moi, je suis partie pour aller en thérapie, il a dit aux enfants, il dit, votre mère ne mérite pas ça. Parce que c'est dur, la thérapie. Mais par contre, je suis sortie de là, puis je peux dire que j'ai dit merci à mon fils. Ah oui? C'était aussi loin que ça? C'est sûr, Mme Perron, parce que on est dans des moments pénibles de votre vie, mais c'est parce que si on en a parlé, moi, je me dis une chose, Mme Perron, avec cette émission-là, et ce que l'on vient de parler, si on peut aider juste une seule personne à se sortir de cet enfer-là, ça, on ne le saura jamais. Mais j'ai eu des témoignages. Vous en avez eu. Puis si, avec ce qu'on vient de parler là, on peut aider une seule personne, moi je dis mission accomplie à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que c'était un petit peu dur, c'est certain, mais parce que je suis certain qu'il y a des personnes qui nous écoutent à ce moment-là qui disent « Ouais, mais comme ça, je peux m'en sortir. Puis je pense que je vais réussir parce que là, je suis dans l'enfer, je suis tanné de faire ça. » Alors, c'est pour ça que je voulais en venir. Je sais que c'est difficile un peu, mais je vous remercie de votre bravoure, Mme Perron. Non, bien, je pense que j'ai un peu l'exemple de mon mari dans Exactement ça. Mon aussi. mari a été capable de venir... Il y a beaucoup d'alcooliques qui se font traiter, qui acceptent de dire « Oui, je suis alcoolique », mais ils ne veulent pas en parler à personne. Mon mari n'en parle très ouvertement à tout le monde qui veut l'entendre. Et d'ailleurs, on a fait l'émission aussi, 3 émissions avec lui, puis c'était dans les sujets qu'on a discutés. C'est son exemple. Je sais, on a eu des témoignages de gens qui, suite à une conférence de mon mari,
sont allés en thérapie. Alors, je me dis... Puis la thérapie, je tiens à souligner que c'est pas juste pour les alcooliques. On a toutes des choses qu'on vit. Moi, il y a des journées, mon mari peut dire, j'ai peut-être pas un trop beau caractère, mais quand je fais quelque chose de pas correct, puis que je dis que je suis pas de bonne humeur, je sais qu'est-ce que je fais de pas correct, puis je sais qu'est-ce que je dois faire pour le corriger. Exactement. Si je le fais pas, c'est parce que je me sers pas des outils qu'on m'a donnés. Madame Perron, on va s'absenter le temps d'une courte pause, et puis on va revenir avec vous, puis on va parler justement là, de votre mari, puis de vous aussi. On va poursuivre cette émission-là. Alors, on s'absente le temps d'une pause. Alors, on revient avec Madame Lise Perron. Madame Perron, votre époux, on en a parlé un peu, mais là, on va revenir sur le sujet. Votre époux a souffert aussi d'alcoolisme. Est-ce que ce fait un temps difficile pour vous, même si à la maison, vous n'avez jamais manqué d'absolument rien, mais est-ce que c'était un temps difficile pour vous? Oui. Et ça vient directement, j'ai pas besoin d'élaborer, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile? Si vous voulez que j'élabore, je peux élaborer, mais je pense que le oui, si vous voulez un oui, oui, ça n'a pas été facile. Mais il n'a pas été pendant les années, ça fait 30 ans qu'il n'en prend pas. Alors, je dis oui parce que vous me questionnez, là, c'est vraiment très loin dans mon passé. OK. Si on parlait, Mme Perron, lorsque votre mari a accepté d'aller en cure, votre réaction a été quoi à ce moment-là? J'étais très heureuse. Très heureuse. Même qu'un jour, puis à ce moment-là, même encore aujourd'hui, il y a un certain tabou sur l'alcoolisme puis la drogue. À ce moment-là, il ne fallait pas en parler. Alors, je rencontre ma belle-mère à l'épicerie, puis elle me dit, écoute, elle dit, je vois pas Michel de ce temps-ci. Bien, j'ai dit, il est parti en cure. Elle dit, il regarde autour, elle dit, parle-en pas. Mais j'ai dit, grand-maman, j'ai dit, si quelqu'un fait une maladie de cœur, puis qui est obligé d'être sur la tente d'oxygène, parce que dans mon temps, on avait encore des tentes d'oxygène. Oui, bien, j'ai dit, on serait tous contents. Bien, j'ai dit, il est sur la tente d'oxygène, comme c'est là, puis j'ai dit, je suis très heureuse. Non, j'ai été très heureuse. Puis c'est drôle, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Est-ce que j'ai douté quand il sortirait? J'ai pas pensé une fois qu'il pouvait rechuter. Justement, ça n'a pas été une crainte de votre part? Une rechute? Une crainte, bien, forcément, il a continué à rentrer tard des soirs, puis il a continué. Alors, les premiers temps, je peux pas dire que j'y pensais pas. Mais par contre, il avait pas l'air... Il avait l'air d'un gars, quand il est sorti de là, il avait l'air convaincu que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Donc, en y allant lui-même, en décidant d'y aller, et non pas de se faire pousser à y aller, c'est lui qui a décidé d'y aller. Déjà, le premier pas était franchi. Mais même à ce, quand il vient à bout des rentrées dans un genre de clinique comme ça, on leur explique tellement bien le problème que... Oui, ce sont des spécialistes qui savent exactement. Comme ça, vous n'avez pas eu peur d'une rechute, mais moi, si je vous demandais quel changement majeur ça a apporté dans sa vie vis-à-vis sa famille après être sorti en cure, est-ce que vous avez vu un changement? Oui, mais il a toujours été un bon père de famille, puis évidemment, un mari modèle. J'aimais pas qu'il prenne un coup. Ce côté-là n'était pas modèle, mais le reste, je n'avais jamais rien à lui reprocher. Alors, c'était difficile de... Quand il est revenu, bien, c'était beaucoup plus agréable pour moi parce que je n'attendais plus un monsieur en boisson. Puis les enfants n'ont jamais souffert comme tel. Ils s'en sont rendus compte après. Parce que quand il était en boisson avec les enfants, il était d'une générosité même excessive, comme tous les bons alcooliques. Puis les enfants disaient tout le temps, « Oh, ben, on va le demander à papa. » Papa, il dit toujours oui. OK. Alors, parce qu'ils savaient. Puis à part de ça, les enfants n'étaient pas fous. Ils s'apercevaient quand papa était plus réceptif encore. Alors, quand il était en boisson, il était exagéré dans sa façon de les gâter. Moi, j'étais obligée de ramasser par derrière puis de dire aux enfants, « Non, ça, là, papa s'est trompé. Là, c'est pas correct, ça. Je veux pas, vous étiez là pour corriger ce que monsieur... Il n'était pas le disciplinaire, c'était moi. Exactement. Alors, les enfants le disaient quand ils étaient jeunes, qu'ils me trouvaient... Puis même qu'à un moment donné, il y en a un qui m'a juste dit, ils ont dit, c'est pas surprenant que papa prend un coup, vous avez assez vilain caractère. Ils ont dit, mais là, vous avez dit une phrase qui m'a frappé, là, c'est que il était très généreux, comme tout
comme tout alcoolique. Excessif. Excessif, OK. Excessif. Et ça, par exemple, c'est vrai. Alors, c'est peut-être pour faire un peu oublier qu'il est en boisson. Les enfants lui demandent de quoi mais il c'est donne, aussi dans le tempérament d'un excessif. Aujourd'hui, il est resté excessif. Il est excessif. Aller bâtir à Port-Cartier quand tu viens d'avoir une greffe, c'est être excessif. Oui, bâtir une place comme... en tout cas, bâtir des camps partout, c'est excessif. On pourrait avoir 1 ou 2 camps, mais non, il en bâtissait à chaque année, il y avait le goût d'une autre place. On se promène en hélicoptère. Les défis, exactement. Alors, il y a toujours eu des goûts excessifs. Il y a toujours, tout ce qu'il fait, il fait excessivement. Quand la boisson était excessive, il a coupé ça, mais l'excessivité est restée. La même chose pour mon garçon, qui est le jeune, qui est excessif aujourd'hui, mais qui est correct. Mais son excessivité, c'est probablement ça qui les rend aussi créateurs comme ils le sont. Ou bâtisseurs, je devrais plus dire que créateurs. Madame Perron, à peu près tout le monde en Abitibi-Témiscamingue et même peut-être, je dirais presque au Québec, a entendu parler de la fameuse île Mouk-Mouk. Et puis, on sait que M. Perron, il l'a compté un peu dans une émission. C'est une île qui avait acquis pour la fabuleuse somme de 50 $. Comment vous avez réagi lorsqu'il vous a dit « J'ai acheté une île » ? Ben, il a commencé par me dire qu'il avait acheté un camp. OK. Mais vous avez dit, ben là, il doit y avoir une place pour mettre le camp. Oui, mais sur une île, mais je n'avais pas réalisé l'ampleur de l'île. Puis il y a tout un historique là-dessus. Oui, c'est ça. Mais quand je suis allée le voir, le camp, au bout d'une couple de semaines, on est allé faire un tour de bateau. Le camp n'était même pas habitable. Je veux dire, c'était vraiment pas... Puis avec les années, on rajoute un ci, on rajoute un ça. Puis là, Jean a commencé à y aller aussi. Puis là, Jean rajoute une autre affaire. Alors finalement, c'est venu assez gros que c'est la compagnie qui l'a pris. Puis on faisait du entertaining avec ça. Mais ça n'a jamais été mon chalet à moi comme tel. Ça, oui, ça. Est-ce que vous y avez été souvent? Oui, mais pas... Mais c'était pas votre chez vous, autrement dit. Non. Moi, j'avais un chalet à moi, comme d'ailleurs j'ai toujours à la Serre, un petit lac au nord de la Serre. J'ai un chalet. Puis ce chalet-là, c'était mon chalet. OK. Je veux dire, Michel m'a toujours dit, ça, c'est ton chalet. Madame Perron, je veux juste revenir sur une question là, sur la greffe de rein de M. Perron. Qu'est-ce que ça fait de voir sortir de la salle d'opération son mari, qui vient d'avoir une greffe de rein, à côté de lui, qui est couché, de votre fils, son fils, qui est là, qui lui a donné un rein. Les deux personnes sont vivantes et en santé. Puis, Henri vient de sauver la vie de son père, puis vous êtes là. Le cœur d'une mère, dans ce temps-là, il doit déborder de joie. Bien, il n'y a pas de mots pour exprimer, tu sais, je veux dire, mais on est dans une période aussi, tu as une période après la greffe, là, qui, pour, mettons, les 4-5 premiers jours, c'est très risqué. Est-ce qu'il va rejeter, est-ce qu'il va pas rejeter, on ne le sait pas. Mais ça a tellement bien été qu'on l'a oublié vite qu'il y avait parce que les médecins nous ont dit, il peut rejeter au bout d'1 mois, 2 mois. Bon, ils ne pensent même plus. Au bout d'une semaine, il était très bien. Alors, tu sais, je veux dire, non, ça a été un moment de grande joie de les voir tous les deux. Puis aussi, c'est qu'en sortant, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais quand je suis allée à l'hôpital, quand ils m'ont appelé pour me dire qu'il était sorti des soins intensifs, je suis arrivée pour le voir, puis il était dans mon optique très rouge. Puis là, j'ai dit, il fait de la haute pression, certain. J'ai dit, je vais appeler la garde malade. Ma fille, qui était venue de France pour cette opération-là, elle dit, maman, on l'a vu hier soir, papa, puis elle dit, il n'est pas rouge, papa. Elle dit, il y a juste de la couleur. Elle dit, hier, elle dit, quand je l'ai vu, moi, j'ai eu un choc, papa, il était vert. Okay. Alors, dans l'espace de 12 heures après l'opération, il y avait toutes ces couleurs. C'était extraordinaire. Moi, j'étais en état de choc parce que je vivais tellement proche de lui que le voir de ce couleur-là, je me disais, c'est pas normal. Okay. Mais tu sais, tout de suite, puis aussi, qu'Henri, au bout de... dès qu'Henri s'est réveillé, il a dit à son père, il dit, ça marche. Henri voyait le sac d'urine, puis il voyait l'urine qui sortait. Alors, tu sais, parce qu'il y a des reins, des fois, qui prennent, puis ils peuvent prendre une journée avant de repartir. OK. Alors, lui, son rein est reparti tout de suite. Alors, c'était toutes des bonnes nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, ça a très bien été. Puis, il a été chanceux, on n'a jamais eu de problème avec le rein. Bien, tant mieux. Madame Perron,
Un an après sa greffe, votre mari, on se reporte en avril 94, oui c'est ça, avril 94, à peine un an après sa greffe, M. Perron, lui, il décide qu'il va faire une expédition au pôle Nord. Il a 60, dans le début soixantaine à ce moment-là, si ma mémoire est fidèle, il m'avait parlé, c'est ça, 62 ans. Est-ce que vous avez été d'accord? Quand il vous a dit ça, je sais pas, là, moi, je figure une chose. Il vous a dit, Lise, là, moi, je m'en vais au pôle Nord. C'est probablement pas arrivé de même. Grosso modo, c'est ça. Mais en gros, là, parce qu'on connaît un peu de M. Perron, puis quand il décide, probablement qu'il décide, quelle a été votre réaction? Ça ne m'a pas enchanté. Je veux dire, c'est peu dire. Je me dis, le gars vient d'avoir un rein. Tu sais, je veux dire, c'est un cadeau, c'est un cadeau de vie. Qu'est-ce que c'est qu'il faut à s'y en aller dans des places comme ça? Mais de toute façon, il allait pareil. Il allait pareil. C'est ça là que je partais pour dire. Même si vous auriez dit, non, Michel, non, je veux pas, ça fait juste un an que tu as reçu une greffe. Même ses amis lui ont dit, les amis, tous ses copains à Montréal lui ont dit, mais quelle idée que tu as de faire une affaire comme ça. Mais là, il en avait parlé, puis là, il s'est emballé. Là, il s'emballe facilement. Alors, il est emballé, là, puis là, c'est merveilleux, puis ça va être le voyage de ma vie, puis ça va être bon pour tout le monde. Puis... Faites-moi une confidence, Mme Perron. Je pense que votre mari, là, juste entre nos deux, là, hein, je pense qu'il a la tête dure. Ça se peut-tu? Mais c'est grâce à cette tête dure-là qu'il a réussi. Et voilà, exactement. C'est en fait ça. Alors, à ce moment-là, quel appui vous lui avez donné? Quel support vous lui avez donné? Parce que vous êtes sûrement dit, bien, que je sois d'accord ou pas, comme vous avez dit, il va y aller pareil. Fait qu'aussi bien m'arranger de son côté, c'est un peu probablement ce que vous avez fait sûrement. Bien, je me suis entraînée avec lui pour l'encourager. Okay. Puis quand il est parti, j'aurais pu y aller avec lui. OK. Mais ils n'ont pas insisté. Et puis... parce que j'étais assez en forme pour y aller parce que je faisais tous les entraînements avec lui. Il n'aimait pas le ski de fond, ça fait que moi, pour l'encourager, j'y allais avec lui en ski de fond. Puis on a tout fait... vous l'avez épaulé. À partir de ce moment-là, vous l'avez épaulé jusqu'à temps que... Puis de toute façon, quand il y avait un projet dans la tête, c'est très rare qu'il arrêtait. OK. Tu sais, si c'est un projet qui avait du bon sens. Celui-là, je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de bon sens, mais il était pour le faire pareil. Il était pour le faire pareil. Vous avez donné... un nom à cette expédition-là. C'est que sans donner un nom, mais vous avez greffé, c'est le cas de le dire, cette expédition-là à une fondation. Oui, c'était pour la Fondation du Rhin. C'est ça. C'était important. C'était là... Bien, ça donnait un but. Tu sais, je veux dire, ça se vend beaucoup mieux quand il dit « je fais ça pour une bonne cause ». C'est vrai. Tu sais, je veux dire, alors... Il a sollicité ses amis, puis tout ça, tout sur la cause, parce qu'il s'en allait pour une cause. En terminant, Mme Perron, est-ce que lors de cette expédition-là, vous avez eu des craintes pour lui? J'avais hâte qu'il revienne, j'avais hâte d'avoir des nouvelles, parce qu'on n'avait pas tellement de nouvelles. Mais le guide avec qui ils sont partis, le groupe, c'est un homme, je dirais, de tous ceux que j'ai connus, parce que j'ai connu des explorateurs à la suite de ça. Pour faire ce voyage-là, c'était le meilleur guide que je puisse imaginer. Okay. Ce gars-là, je me dis, il n'a jamais été mal pris dans des situations presque pas possibles. Mm-hmm. Alors, je me disais, non, je suis pas inquiète. Je me dis, il va trouver ça dur. Puis en plus de ça, c'est qu'il avait choisi d'amener son garçon puis son neveu avec lui, Michel, pour l'aider à transporter les bagages. Mm. Alors, tout ça ensemble, je me disais... J'avais hâte d'avoir des nouvelles, mais j'ai pas vraiment été inquiète, comme, tu sais, j'ai pas de m'empêcher de dormir la nuit ou quoi que ce soit, non. Madame Perron, merci beaucoup. On va se revoir la semaine prochaine pour la suite de cette émission-là. Alors, avec grand plaisir, on vous accueillera à nouveau. Je vous remercie, Madame Perron. Ça m'a fait plaisir. Alors, Mesdames et Messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission-là avec Madame Lise Perron, qui est l'épouse de M. Michel Perron, ex-industriel de la Sarre. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.